il ne faudrait certainement pas se fier aux apparences de votre look inimitable. La réalité est tout autre. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez faire vraiment la connaissance de Cédric Villani, au-delà de ce qui nous sera permis de faire au cours de cet entretien, de lire le livre qu'il a publié à la rentrée, qui s'appelle « Théorème vivant » chez Grasset, qui porte très bien ce nom, un vrai régal. Vous êtes un bosseur obsessionnel, vous êtes doué d'un sens relationnel hors pair, vous êtes doté de grandes qualités humaines et de cœur, et d'une curiosité qui dépasse largement la sphère scientifique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Denis a souhaité vous inviter à cette lecture des États de la France qui, les habitués le savent, est d'habitude réservée à des personnalités sensiblement plus âgées que vous. Alors nous aurions pu parler musique, notamment parce qu'il y a un joli projet que nous avons en commun sur ce sujet, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. C'est d'une autre de vos grandes passions, votre autre grande passion, à côté des maths, et qui est à savoir l'Europe. L'Europe, cet idéal qui est aujourd'hui malmené, ballotté au mauvais vent de la crise économique, de la folie bureaucratique et de l'égoïsme des nations. Alors ma première question est la suivante. Vous êtes bien jeune pour avoir structuré votre pensée politique autour du credo européen, qui était, on peut le déplorer, mais plutôt l'apanage des générations précédentes. Comment ce credo, cet idéal européen, vous est-il venu? Merci. Si, c'est bon. Merci Gilles Legendre. Avant de répondre à votre question, je vais faire la transition entre ce que vous avez dit dans l'introduction et la partie européenne, et en particulier revenir parmi les figures que vous avez évoquées sur Henri Poincaré. Vous avez parlé d'Henri Poincaré, vous avez parlé de Catherine Ribeiro. Derrière cet assemblage qui orne mon bureau, il y a toute une question extrêmement importante, pas seulement en sciences, mais dans tous les sujets importants aujourd'hui, c'est l'alliance de la rationalité, de l'efficacité d'une part, et d'autre part du cœur, de la justice, du besoin de grands idéaux. Une alliance sans laquelle vous ne pouvez rien faire. Et puis je vais revenir aussi sur ce que vous avez dit concernant la France, puisque c'est une façon de l'ancrer dans les États de la France qui sont le thème aujourd'hui. La France, comme vous l'avez mentionné, est un pays avec un succès extraordinaire en mathématiques. Ça remonte à plusieurs siècles. Vous avez parlé d'Henri Poincaré, il y en a eu tant d'autres. Et ce chiffre incroyable qu'environ 1/5 des médailles Fields, qu'on considère d'ordinaire comme l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, environ 1/5 des médailles Fields jamais attribuées depuis la création du prix l'ont été à des Français. Un chiffre incroyable qui traduit bien le fait que, au-delà des discours éventuellement moroses sur les performances scientifiques ou autres en France, il y a une richesse considérable en mathématiques et plus généralement dans les sciences dures et plus généralement en sciences en France. Alors justement, on va revenir sur l'Europe puisque c'est aussi le sujet, comment réconcilier la France avec l'Europe. Vous êtes membre du comité de pilotage des assises de l'enseignement supérieur qui a été commandité pour remettre un rapport qui sera remis dans quelques semaines. Alors, quel est l'état de la France aujourd'hui sur le plan des mathématiques et de la recherche ? Oui, l'état de la France, du point de vue de la recherche, il est contrasté, à la fois avec une histoire extrêmement riche, avec des hommes, des femmes extrêmement compétents dans un peu tous les sujets, et en même temps une grande confusion liée à la superposition de strates administratives et à la complexité du paysage institutionnel, une question de cloisonnement qui est un fléau entre les différentes institutions, entre la sphère scientifique et la sphère de la société. Nous avons un écho là-bas, non? C'est quelqu'un ça doit être un admirateur qui a du mal à rentrer. Un admirateur qui a un peu trop d'enthousiasme. Alors, nous avons aussi une fracture historique qui est en train de se combler entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Fracture qui est en train de se combler. Et ça fait consensus, les 3 points que j'ai dit font consensus parmi l'ensemble des acteurs sur le fait qu'il faut aller au-delà de ces questions historiques sur lesquelles la France avait un handicap sérieux et les dépasser. Et on en prend le chemin ?
Et nous en prenons le chemin. L'évolution des mentalités, c'est la chose qui est souvent la plus dure à faire changer, vous savez, est très claire de ce côté-là. On compare le discours actuel au discours d'il y a 20 ans. Il y a des positions qui étaient absolument indéfendables à l'époque et qui maintenant passent comme une lettre à la poste. Alors, venons de l'Europe, de la France dans l'Europe, de l'Europe autour de la France. Je reviens à cette question peut-être un peu personnelle, mais qui va nous éclairer pour la suite de notre discussion. Ce credo européen, il vous est né comment ? Oui, et puis vous disiez dans votre question au départ, vous avez dit que c'est plutôt l'apanage des générations précédentes. Je dirais que les générations avant moi, elles sont pas tellement non plus, enfin la génération avant est pas tellement non plus marquée comme spécialement préoccupée par l'idéal européen. Il faut aller encore à la génération au-dessus. Ils ne le sont plus, mais ils ont pu l'être. Ils ont pu l'être. En tout cas, Bon, mais vous, alors ? Alors moi, d'abord, il y a une question institutionnelle, il y a une question personnelle. Je dirige l'Institut Henri Poincaré. L'Institut Henri Poincaré est né après la Première Guerre mondiale, précisément dans le but de rapprocher les peuples. À une époque où la science européenne était ruinée, tout particulièrement en France, tout particulièrement en Allemagne, qui étaient les deux pays leaders mondiaux dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'innovation avant la guerre, les deux, comme on sait bien, se sont annihilés et il a fallu reconstruire. Et pour reconstruire, la méthode qui marche, c'est d'agir à la fois au niveau institutionnel et au niveau des personnes, et c'est un institut qui a pour vocation de rassembler des personnes, une maison où les mathématiciens peuvent se retrouver, et pas une alliance entre institutions. Il y avait là le même principe qui préside toute la problématique de rassembler les hommes, comme le disait Jean Monnet dans sa question de la construction européenne. Et puis, par ma formation de scientifique initiale, évidemment, j'ai profité de l'Europe à fond. Vous avez mentionné, je suis un produit français, je suis un pur produit du système français, mais ça n'empêche que les voyages à l'étranger ont été une partie indispensable de ma formation. Au niveau européen, ça a été la rencontre avec les mathématiques italiennes, avec la mathématique allemande, ça a été mes premiers collaborateurs en Italie, en Allemagne. Après, ça a été les voyages aux États-Unis aussi. Les deux contribuent à vous forger une vision européenne. Quand vous déplacez partout en Europe et que vous ressentez des affinités profondes avec les chercheurs et en même temps des cultures différentes qui vont vous enrichir, et quand vous voyagez à l'étranger, aux États-Unis, que vous concevez mieux les spécificités européennes et ce qui vous relie. C'était là, on va dire, dans ma carrière scientifique, ce qui a été le véritable déclic européen. Plus tard, ça a été la rencontre avec Europa Nova, j'en reparlerai tout à l'heure sans doute. Alors, on rêve tous, quand on pense politique, en fonction de figures, en fonction de personnages historiques. Est-ce qu'il y a des figures européennes qui, dans votre petit panthéon personnel, occupent une place privilégiée ? Bien sûr qu'on a tous besoin de figures, comme tous les hommes, on a besoin de rêves et de héros. Il nous faut quand on pense à ce genre de questions, il en faut des grands historiques, des grands anciens. Je mettrai Montesquieu en premier. Quand vous lisez Montesquieu, c'est une vision extrêmement moderne, très européenne, avec affiché très clairement l'idée que l'intérêt de l'Europe dépasse l'intérêt de la France, l'intérêt du monde dépasse l'intérêt de l'Europe, et ainsi de suite. Et après, comme tout le monde à l'école, j'ai rêvé devant les aventures de Jean Monnet, Robert Schuman. Hein. J'ai visité la maison de Jean Monnet, je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça laisse rêveur. L'idée que dans ce petit endroit tranquille, à force de réflexion, à force de discussion, à force de courage politique, on a pu changer la face du monde. Et est-ce qu'il y a des Schuman et des Monnet actuellement aux commandes de l'Europe ? On ne les voit pas tellement, ils ne sont pas tellement affichés comme tels. Jacques Delors ensuite était pour les gens, quand j'étais jeune, était l'homme politique clairement affiché européen avec une réelle vision, une réelle volonté d'aller de l'avant. Et puis une célébration d'ailleurs de Schuman et Monnet. Dans les hommes politiques actuels, je pense dans le paysage français, le seul qui soit résolument affiché et compris comme européen par l'ensemble de la population, c'est Daniel Cohn-Bendit, avec son côté provocateur aussi. Bruno Le Maire est un Européen convaincu, mais c'est moins visible. Et puis il y en a qui se cachent très clairement, je pense, dans la classe politique, qui sont Européens de cœur, mais n'osent pas le dire. Alors, le mathématicien et le scientifique que vous êtes, observe-t-il la création d'une Europe des sciences, une Europe de la recherche ? Oui, j'ai l'esprit d'escalier. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que là, j'ai cité que des Français dans mon précédent. Oui. Ce qui est une faute pour un Européen. Mais en même temps, ça traduit le fait que les Français ont été en pointe sur la construction européenne.
Actuellement, les Européens dans la classe politique, il faut plutôt les chercher du côté italien. Et Draghi, Monti, on les a vus à l'œuvre sur un idéal résolument européen. Alors maintenant, je réponds à votre question. L'idéal européen, c'est Non. Sur l'idée d'une Europe de la recherche et des sciences. Est-ce qu'elle est en train de se constituer? On cherchait ce matin les terrains sur lesquels l'Europe pourrait se doter d'une stratégie, d'une vision, et ressortait de façon assez claire la question de l'innovation, d'où découle le progrès technique, et du progrès technique découle la productivité et donc la croissance. Est-ce que aujourd'hui il y a des germes d'une vision commune de l'Europe autour des sciences et de la recherche? Qui est évidemment un niveau auquel une politique est extrêmement souhaitée et souhaitable. L'émergence, elle se fait, mais fort lentement. À la fois, il y a des projets européens qui fonctionnent. Alors, dans le cadre des échanges entre jeunes scientifiques, il y a bien sûr les programmes Erasmus, mythiques, emblématiques. Au niveau des échanges entre jeunes plus confirmés, j'ai bénéficié moi-même de différents réseaux thématiques. J'ai dirigé un réseau thématique européen sur le thème des équations de la physique des gaz. Il y a des choses qui se mettent en place et qui fonctionnent plus ou moins. Et puis, il y a quand même des fléaux qui sont bien connus de ceux qui profitent des aides de l'Europe. Une bureaucratie considérable, les budgets sont assez réduits. C'est vrai pour l'Europe en général, on sait bien, le budget de l'Europe, 1% du PIB, 1% de l'ensemble des PIB. Et sur le plan scientifique, sont aussi des budgets extrêmement réduits. Donc, quand on parle des responsables d'instituts européens, d'instituts comme le mien, souvent, ils font rimer Europe avec bureaucratie. Vous seriez prêt à ce qu'une partie des ressources d'État consacrées à la recherche soit dévolue au niveau européen pour aller dans des programmes transnationaux, y compris si ça pouvait avoir pour conséquence de réduire ou voire de supprimer certains établissements ou certains moyens qui aujourd'hui sont gérés dans le cadre national? La réponse est oui, à condition que ce soit accompagné d'un processus de simplification, d'un processus de confiance, d'une réelle remise en question de la question du contrôle a priori extrêmement tatillon qui souvent est effectué, ou du contrôle pendant la durée de l'exercice qui est souvent effectué. Vous parlez de transmettre une partie des fonds à l'échelon supérieur. Ceci, si c'est bien fait, mathématiquement, libère des ressources parce qu'il y a des choses qui sont mises en commun. Il y a un effet d'échelle. Donc si c'est bien fait, ça peut se traduire sans perte au niveau des projets. Alors, vous nous disiez que vous étiez arrivé à l'Europe par les sciences, d'une certaine manière, par les rencontres, par les voyages. Comment se fait la transformation en, j'allais dire, une conception politique de l'Europe? Et notamment sur un point précis, qui est un débat qui agite depuis de longues années la classe politique française, qui est aujourd'hui un peu gelée, mais qui va sans doute être ouvert, le fameux débat entre les fédéralistes et les partisans de l'Europe des nations. Est-ce que vous rangez résolument dans un camp? Résolument du côté fédéraliste, oui, étant entendu que quand vous avez dit fédéraliste, vous avez dit tout et rien. Il faut préciser ce que c'est. Alors, faites-le. On sait bien qu'il y a 36 modèles fédéralistes différents. Alors d'abord, avant de se poser la question du pourquoi de l'Europe, il faut se demander, de la formule, il faut parler du sens. Je vais commencer par rebondir sur les deux mots-clés, compétitivité et équité. Ils sont là, au cœur de ce qu'on aimerait faire pour l'Europe. L'équité, parce qu'il s'agit de donner à tous les Européens la possibilité de s'enrichir, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas accès en restant dans l'espace national. La compétitivité, parce qu'il s'agit aussi de créer un ensemble puissant, fédérateur de ressources et capable de faire entendre sa voix dans le monde actuel où les très grandes puissances dominent les équilibres géopolitiques. C'est une des raisons pour laquelle il nous faut une Europe fédérale, à mon sens, une Europe très coordonnée et passer d'un système régulé où les différents États s'imposent des règles qui suivent ou pas d'ailleurs, comme on le voit avec les objectifs de Lisbonne et beaucoup d'autres exemples, à une Europe coordonnée dans laquelle il y a une véritable tête, avec une politique étrangère, avec un président élu, avec un débat international sur l'élection du président et sur la politique mise en œuvre. Une Europe dans laquelle il y a une politique économique qui peut être mise en œuvre avec de véritables leviers et
Coordination ne veut pas dire uniformisation, il ne s'agit pas que ce soit les mêmes règles qui s'appliquent dans les différents États. Fédéralisme et bien sûr le respect des cultures et des particularismes. Alors, je l'ai dit, vous n'avez que 39 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, vous verrez cette construction politique en Europe? Écoutez, quand on parle d'engagement politique ou d'engagement de responsabilité, il y a une part qui relève du rêve. Vous êtes forcé de croire en votre rêve, sinon vous n'avancez pas. Donc ma réponse est oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. On recense les bonnes nouvelles depuis ce matin, donc on va marquer celle-là d'une pierre blanche. Donc vous excluez que la période actuelle, qui n'est de la vie générale pas une très bonne période pour l'Europe. On voit bien qu'elle tâtonne, qu'elle a un problème de gouvernance, qu'elle a un problème économique. Vous y excluez l'idée d'un scénario catastrophe sur l'Europe. Je l'exclus, mais il faut avoir conscience qu'actuellement, effectivement, les nuages sont bien lourds. Vous parlez de situation économique, de problèmes. Ça a été dit plusieurs fois dans la journée. Une situation économique, on peut s'en sortir en un temps relativement restreint. Ça a été rappelé tout à l'heure qu'il y a 10 ans, on expliquait que l'Allemagne était dans les choux, excusez-moi pour l'expression. On a vu les exemples irlandais, on a vu l'exemple islandais qui est passé de la faillite complète à une reprise actuelle. Une économie, ça se redresse pour peu qu'il y ait la volonté de le faire, la volonté d'agir ensemble, le sens de la responsabilité. La confiance, le mot qui est revenu beaucoup ce matin. Voilà, et la confiance. Et là, de ce côté-là, il faut bien dire que les nouvelles ne sont pas roses. On a vu dans le discours politique, l'Europe ne fait pas recette. Il y a une sorte de cercle vicieux avec les politiques qui sont préoccupés de répondre à l'attente des citoyens. L'idée que si l'Europe n'est pas leur préoccupation, ils ne vont pas mettre l'Europe sur la table. On a aussi l'exacerbation dans les discours d'un retour d'un repli nationaliste. Tout le monde a, je pense, encore dans la mémoire le mot que j'ai trouvé extrêmement choquant d'un homme politique respectable français parlant de la politique, parlant en public de la politique à la Bismarck d'Angela Merkel. Un genre de remarque qui est stupéfiant dans le débat public, on va dire. Le fait qu'on puisse parler d'États qui sont alliés en des termes qui peuvent apparaître aussi méprisants ou caricaturaux. Et un peu partout dans le débat européen, on retrouve ce genre de problème, avec une montée de nationalisme et un retour en arrière, très clairement. Comment on le freine et comment on inverse la tendance? Parce que oui. Une des raisons, d'abord, le débat fonctionne beaucoup trop sur une question de confrontation franco-allemande, tel qu'il est vécu, tel qu'il est traité. L'Europe, c'est 27, c'est considérable. Et c'était lors de mes premières rencontres, justement, avec des Européens convaincus dans le cadre des séances du think tank Europa Nova, j'étais stupéfait de la richesse du débat qui s'offrait avec d'autres pays que la France et l'Allemagne et qui étaient complètement occultés. 2 mots pour notre auditoire. Qu'est-ce que c'est que le think tank Europa Nova? En un mot, oui. Parce que vous en avez parlé 2 fois, que les choses soient claires. Europa Nova, think tank et action tank, c'est une institution politique pro-européenne qui se définit comme fédéraliste et dont je suis récemment devenu vice-président, qui cherche à agir aussi bien du côté institutionnel par des actions politiques ou de lobbying dans le bon sens du terme qu'au niveau de la prise de conscience des citoyens par des tribunes publiques, par des programmes de rencontres. Un de nos programmes phares est le programme European Young Leaders, dans lequel chaque année, une promotion de jeunes leaders d'opinion, chefs d'entreprise de moins de 40 ans de toute l'Europe, se réunit pour discuter ensemble et pour créer une communauté qui, petit à petit, va défendre les intérêts de l'Europe. Alors, justement, sur le couple franco-allemand, on voit bien qu'il est en panne. Et ce que vous sembliez dire à l'instant, c'est que d'une certaine manière, c'est peut-être pas le bon cadre, ou ce n'est peut-être plus le bon cadre pour entraîner l'Europe. C'est quelque chose que vous pensez, ça ? Alors, bien sûr que la France et l'Allemagne sont les moteurs historiques et ont vocation à garder un rôle absolument vital dans la construction. Mais il faut aussi penser au reste, évidemment. Et on voit toutes sortes de problématiques surgir. Je pourrais parler longuement, par exemple, de la question roumaine, de toute la question qui se pose de garder les cerveaux des jeunes Roumains en Europe à une époque où ils sont happés par les États-Unis.
au lieu d'aller vers les pôles traditionnels pour eux, qui justement seraient l'Allemagne et la France. C'est le genre de questions qui se posent tous les pays d'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de questions économiques, des questions scientifiques qui se posent, qu'on oublierait en se focalisant sur la France et l'Allemagne. Alors, vous voyagez énormément. Et puis bien sûr, il y a l'Italie qui est en train qui ces dernières années a fait une présence spectaculaire sur la question européenne. Ouais. Vous voyagez énormément partout dans le monde, pas seulement évidemment dans les pays européens. Vous avez passé des très longues années aux États-Unis, vous y retournez périodiquement. Comment les autres pays nous voient-ils, nous les Français et nous les Européens, aujourd'hui? C'est assez... La réponse, c'est d'abord la réponse à la question, c'est que c'est très variable. Ça dépend à quels étrangers vous parlez. Même au sein par exemple, il y a certainement beaucoup plus d'hétérogénéité dans la vision qu'ont les Américains du monde extérieur que dans la vision que les Européens ont du monde extérieur. Là, ça oscille entre la fascination et la pitié. Un exemple de fascination que d'autres ont sans doute vécu, je me souviens que le jour de la mise en œuvre de l'euro, j'étais dans un avion en partance pour Taïwan, où j'allais rester un mois en famille pour un programme de recherche. Et ce jour-là, les hôtesses de l'air passaient, les hôtesses de l'air taïwanaises passaient en disant « Est-ce que vous avez des euros ?» Et vraiment avec quelque chose, une fascination dans le regard. Quoi, ils ont osé faire ça, l'Europe, une monnaie commune, mettre fin à des monnaies nationales qui existaient depuis 700 ans, et ils ont fait une monnaie commune, c'est incroyable, chapeau, quelle audace, c'était ça le sentiment dominant. Aujourd'hui, c'est plutôt, ah oui, l'euro, avec tous les ennuis que ça vous apporte, vous continuez à y être. On a dégringolé de quelques marches. On a dégringolé, parce qu'évidemment, il y avait l'audace n'a pas été suivie d'audace. On s'est dit, ouf, ça y est, on a fait quelque chose de grand, maintenant on va gérer un peu la situation au coup par coup. Et la vérité, c'est qu'il fallait continuer sur une voie audacieuse. Le regard à l'étranger, ça pourra être inversement maintenant le regard de mon collègue chinois qui me dit qu'il aimerait bien passer un accord avec mon institut, que son institut à lui a une augmentation de crédit de 15% par an et que ça serait vraiment bien si une partie pouvait servir de relation des échanges bilatéraux entre mon institut et son institut, et que je suis forcé de lui parler des budgets européens de la recherche et une son de cloche qui est assez différent de celui qu'il a en tête maintenant. Précisément, est-ce que ce n'est pas par ce type d'action, ce type de coopération, ce type de choses au plus près du terrain et au plus près des sujets que l'Europe va retrouver un second souffle, plus que dans le rêve que vous souligniez tout à l'heure de la construction politique fédérale? Les deux vont de pair. Il faut toujours agir si vous voulez faire quelque chose. De la même façon que quand vous avez un projet, une PME ou un institut à diriger, il faut agir à la fois au niveau structurel et au niveau du terrain, rencontrer les personnes en même temps que vous mettez en place les structures. Pour l'Europe, il faut en même temps, et ça va de pair, en même temps parler à tout le monde, parler aux citoyens, parler aux gens, parler aux jeunes en particulier, les faire se déplacer, les faire se rencontrer physiquement, et en même temps, vous devez esquisser un programme, une vision à laquelle ils vont adhérer. C'est ça qui manque aujourd'hui, parce que les jeunes, précisément, vous êtes en contact régulier, vous enseignez, et puis bon, les personnes qui gravitent à l'Institut Henri Poincaré sont souvent des jeunes chercheurs. Est-ce que vous les sentez, on se chipotait tout à l'heure sur les histoires de générations, quelles étaient les générations qui avaient été les plus européennes. Bon, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire vraiment ceux qui ont 20, 25 ans aujourd'hui, sont réceptifs au discours et à l'idéal européen ? Alors, d'abord, pour parler de la question, chez les scientifiques, la question se pose à peine. Ils sont tellement habitués à la notion d'internationalisation, de voyage et tout ce qu'ils en ont. Oui, mais est-ce qu'ils le transforment en une construction politique et un idéal politique comme vous le faites, ou comme un engagement politique? Parfois oui. Parfois oui, à un moment, mais c'est plus un jeune, mais le leader européen, le leader du Parti fédéraliste européen en France était un mathématicien, Henri Cartan, extrêmement réputé pour avoir dirigé toute la nouvelle génération, me tirer toute la nouvelle génération de mathématiciens. C'était en autre temps. Tout ça pour dire que ça arrive qu'il y ait une transformation politique. Alors maintenant, c'est devenu assez rare pour la bonne raison qu'il y a une méfiance du scientifique vers le politique et une méfiance plus généralement des jeunes vers les politiques. Alors quand vous rencontrez les gens et que vous leur parlez,
Moi, j'en ai fait l'expérience dans un train. Ça m'est arrivé de haranguer un petit groupe de jeunes justement sur cette question. Vous parliez de Canal+, précisément. C'est l'important, c'est qu'après, ils puissent vous reconnaître dans le train, discuter, tout ça. Et puis, en une demi-heure chrono, il n'y a pas de souci pour les faire adhérer à une vision européenne, intégrée, fédéraliste et tout ce que vous voulez. Mais encore faut-il que ça arrive jusqu'à leurs oreilles. Pour l'instant, c'est un sujet qui ne se pose quasiment pas dans les médias, sur Canal+, ou d'autres chaînes. D'accord. Alors, on va faire un petit jeu pour conclure notre entretien. Je vais vous poser 3 questions. Une raison d'aimer l'Europe aujourd'hui, une raison de la plaindre et une raison de croire en son avenir. Alors, dans l'ordre que vous voulez. Ouais, une raison d'aimer l'Europe. On va aimer l'Europe parce que c'est beau. C'est beau parce que il s'agit de quelque chose de faire réaliser une construction extrêmement audacieuse et extrêmement importante où des peuples avec des histoires différentes, des cultures différentes vont se mettre à aller de concert. Très difficile d'aller par-dessus une barrière linguistique. Souvent, la langue définit la culture, définit les habitudes. Et pourtant, il s'agit pour les citoyens européens de prendre conscience de leurs idéaux communs en termes sociaux, en termes de culture. J'entends quelqu'un qui approuve bruyamment. On va faire comme s'il n'était pas là. Voilà. Donc ça c'est une construction qui est belle, qui fera date. C'est ça, une vraie. Et c'est quelque chose qui, à la fois, ira dans le sens de la compétitivité, de l'équité, de garder aux citoyens européens leur liberté, tout en les rendant beaucoup plus visibles, beaucoup plus audibles à l'international. Une raison de la plaindre aujourd'hui ? Une raison de la plaindre, c'est qu'elle n'est pas populaire et que pour beaucoup de gens, l'Europe rime avec bureaucratie. Et là, c'est un loupé fondamental sur lequel il faudra revenir avec lucidité et en regardant les choses en face si on veut reconstruire. Et enfin, pour quand même conclure sur une note d'optimisme, une raison de croire en son avenir. Une raison de croire en son avenir, parce qu'on est dans l'ère du temps, au sens où l'Europe, ce sont les voyages, c'est l'échange, ce sont les connexions. On a une génération de jeunes qui voyagent énormément, aussi bien physiquement que par les réseaux, qui n'a pas les mêmes appréhensions vis-à-vis de la langue que pouvaient avoir, vis-à-vis du fait de parler en anglais par exemple, que pouvaient avoir les générations antérieures. Donc de ce point de vue-là, du point de vue du partage, du point de vue de l'idée de passer à l'échelon supérieur, on est dans l'ère du temps. Et puis peut-être une autre raison, c'est que quelque part, il nous faut, pour avancer, je pense qu'on va y être forcé. Il nous faut des idéaux rassembleurs, sans quoi l'Europe va s'écrouler, et celui-ci, arriver à une belle construction européenne, est un idéal qui peut fédérer, justement, rassembler. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Villani. Vous nous avez évidemment enchantés, passionnés. Accessoirement, vous nous avez permis d'attendre très facilement une heure de déjeuner très tardive. Nous allons maintenant... Oui ? Ah, mais Monsieur Giscard d'Estaing, je vous en prie, un micro peut-être pour... Bonjour, Olivier Giscard d'Estaing, président d'honneur de la Fondation INSEAD et de la Ligue européenne de coopération économique. Merci de me donner ce privilège, peut-être vous ne prévoyez pas de questions, à quelqu'un qui est de la génération d'avant la génération d'avant la génération. Vous voyez ce que je veux dire? On s'y perd un peu dans nos générations depuis tout à l'heure. Alors, simplement une double question. En réalité, il y a 2 conceptions de l'Europe. L'Europe fédéraliste et l'Europe que je dirais atlantiste, l'Europe de libre-échange. Et il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'il faut laisser vivre ces 2 Europes. Et il faut faire une Europe fédérée, intégrée autour de l'Euroland et des pays qui le voudraient, et laisser une Europe plus large pour des pays qui ne veulent ni le budget ni la politique commune, mais qu'elles vivent en bonne entente. Ce n'est pas une guerre, mais ce serait une coexistence pacifique de 2 Europes, au lieu de se laisser freiner dans la construction européenne par ceux qui n'en veulent pas. Ma seconde question, c'est que l'espoir de l'Europe, c'est qu'elle joue un rôle mondial. Mais pas un rôle de domination mondiale, mais un rôle de participation à l'élaboration d'une gouvernance mondiale. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le G20, qui associe les autres pays, les autres continents.
Mais il faut qu'on progresse dans la gouvernance mondiale. Et là, il y a un rôle de proposition que l'Europe peut faire compte tenu de son expérience. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça a été. J'adhère à ce que vous dites. D'abord, il y a une doctrine générale pour construire l'Europe qui est remarquablement résumée dans la devise, une devise qui a été très bien choisie, l'unité dans la diversité. Il s'agit d'amener les différents peuples européens à parler d'une voix unie, tout en laissant ceux qui veulent se tenir à l'écart de tel ou tel aspect relativement libres de leur choix. Il s'agit de la même façon que quand vous définissez une politique nationale, on peut très bien laisser les régions libres de telle ou telle politique. Ceci pour la première partie de la question, l'idée de laisser un peu du mou quand il y a besoin. Une Europe à deux vitesses, en fait, hein, on dessine là, sans que ce soit péjoratif, avec des cercles différents. Multivitesse, pas forcément deux, mais des cercles différents. Et puis quelque chose qui... de la même façon que vous ne faites pas, quand vous avez plusieurs entreprises à diriger, vous ne faites pas forcément jouer le même rôle à toutes. Des fois, il y a un transfert, on va mettre tel en avant un moment, ou plusieurs services à diriger, tel en avant un moment, tel en avant un autre. L'important, la majeure partie, je dirais, passer de la notion de régulation à la notion de coordination. Régulation, ce n'est pas un bon mot. On parle sans arrêt de régulation. Régulation, ça veut dire qu'on se contente de mettre des chaînes avec des ressorts qui rappellent les gens quand ils vont trop loin, mais quelque chose qui est vu comme contraignant, quelque chose qui est implacable. Coordination, c'est dire que vous faites confiance à quelqu'un qui vous connaît, qui vous respecte et qui va prendre les décisions qu'il faut en prenant en compte vos spécificités. Très bien. Et sur la participation de l'Europe, ou sur un rôle plus important de l'Europe dans une gouvernance mondiale, alors là, vous approuvez? Parfaitement. Il y a de multiples dossiers, que ce soit les questions, justement les questions scientifiques, les questions climatiques, les questions économiques. Enfin, on pourrait multiplier les dossiers sur lesquels l'Europe sera beaucoup plus forte si elle parle d'une voix unie. Ça, c'est la question la fameuse question. On va remercier Olivier Giscard d'Estaing d'avoir rajouté ce petit addendum